Bonjour à toutes et tous et bienvenue donc dans ce webinaire d'un cycle qui s'appelle les webinaires ESS et ruralité et autour du sujet qui nous rassemble aujourd'hui qui est celui de l'économie circulaire. Donc on va tout de suite commencer, même s'il y a des participants qui arrivent au fur et à mesure. Ils nous rejoindront en cours de route. Donc, aujourd'hui, on a donc un nouveau volet dans ces webinaires ESS et ruralité, peut-être quelque chose, un cycle que vous connaissez bien, pour ceux qui ont déjà assisté à d'autres webinaires thématiques. Et donc, voilà, si vous connaissez déjà le format, c'est l'occasion pendant 1h30 de traiter un sujet, une thématique qui a lieu à l'économie circulaire, à l'économie sociale et solidaire, et un sujet pour voir quels sont les liens, les enjeux aujourd'hui et avoir des retours d'expérience pour nous éclairer sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, nous aurons l'honneur d'avoir 3 intervenants pour cette session. Donc nous aurons Aurore Médieux qui est responsable de transition écologique et économie circulaire chez ESS France, Fabrice Suot qui est coordinateur du projet de l'association Le Tricycle Enchanté, et qui nous présentera donc son projet par la suite. Et puis Jeanne Marin, qui est chargée de mission à la VISE. Et je me présente, je suis Floriane Vernet, donc chargée de mission à la VISE également. Je vais peut-être vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter, allumer vos caméras et vous dire en une phrase qui vous êtes. Dans l'ordre, peut-être Aurore. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Floriane pour l'organisation de ce webinaire. Donc effectivement, moi je travaille chez ESS France, la Chambre française de l'économie sociale et solidaire, sur les sujets de transition écologique et d'économie circulaire. Donc à l'origine, moi je suis ingénieure agronome avec une spécialité en ingénierie de l'environnement, déchets, eau et aménagement du territoire. J'ai travaillé plusieurs années à l'Observatoire des déchets d'Île-de-France. Donc, sur les déchets des ménages avec les collectivités, mais aussi sur les filières à responsabilité élargie du producteur et également j'étais en charge des projets européens qui avaient trait aux déchets. Ce qui m'a amené du coup à intégrer le Conseil national des chambres régionales de l'ESS, puis après fusion cet été ESS France, sur les volets économie circulaire particulièrement, puisque donc les chambres régionales de l'ESS, les CRES, ont engagé une dynamique collective sur les sujets de transition écologique et d'économie circulaire depuis 2017 maintenant. Et on a un certain nombre de chambres régionales dans les territoires qui ont de 1 à 3 pour certaines ETP dédiées à ces questions de transition écologique et d'économie circulaire. Voilà. Merci. Fabrice. Bonjour et merci pour l'invitation à ce webinaire. Donc, je suis Fabrice Suot, je suis le coordinateur de la ressourcerie de Tricycle Enchanté, qui est une ressourcerie qui est basée à Bourdeille-en-Dordogne, qui est en activité depuis 2006 sur le territoire de Bourdeille et du Nord Dordogne plus largement. Voilà, donc on aura l'occasion de présenter plus en détail la structure par la suite. Absolument, merci. Et donc Jeanne Marin. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Jeanne Marin, chargée de mission à la VISE, comme Floriane. À la VISE, j'ai deux casquettes. Je travaille sur le dispositif local d'accompagnement, donc on appelle DLA, qui est un dispositif porté par l'État et dont la VISE est opérateur. En une phrase, le dispositif local d'accompagnement, c'est un dispositif présent sur tout le territoire français et qui vise à accompagner les structures de l'ESS employeuses. Et donc, ces structures peuvent bénéficier d'un accompagnement gratuit sur une thématique qui pourra les aider à les structurer. Et j'ai une deuxième casquette, je suis accompagnatrice pour le programme PINS, qui est donc un programme d'accompagnement des structures de l'ESS à l'essaimage sur d'autres territoires. Voilà. Merci Jeanne. Donc, comme je disais, certains d'entre vous ont peut-être déjà eu l'occasion d'assister à d'autres webinaires ESS et ruralité, puisque c'est un cycle. Mais pour les autres, je vais reprendre la présentation traditionnelle pour vous rappeler le contexte, qui nous sommes et les travaux dans lesquels s'inscrivent ces webinaires dédiés à l'ESS en milieu rural. Et ensuite, on pourra reprendre avec nos intervenants sur la thématique du jour. Donc, pour rappel, autour de l'AVISE, le RTS, c'est le projet Tresson. Donc, c'est un projet que nous menons collectivement, conjointement avec le RTS.
Mais d'abord, donc, je vais vous présenter les pilotes. Donc, nous, la VISE, on est une agence d'ingénierie pour développer l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale en France. Donc, concrètement, on est une structure associative qui a été créée en 2002 et qui travaille à travers des programmes d'action structurants autour de l'économie sociale et solidaire en France. Donc, pour ce faire, on a plusieurs leviers d'action. D'une part, on va outiller les porteurs de projets, donc en créant du contenu pédagogique, des outils, des guides, des livrables qui sont tous en ligne sur notre portail avis.org. C'est également un portail que l'on anime et qui est un centre de ressources et d'actualité sur l'ESS en France. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à aller farfouiller. Il y a énormément de choses dessus. Deuxième levier d'action, nous animons des communautés d'acteurs au niveau national. Donc, on a plusieurs communautés de professionnels de l'accompagnement et du financement à l'économie sociale et solidaire. Et le rôle de la VISE dans cette animation de communauté, ça va être de favoriser les échanges de bonnes pratiques, les échanges de pair à pair, et puis d'aller travailler collectivement sur des problématiques communes pour faire en sorte que voilà, de faire en sorte que les dispositifs de soutien à l'économie sociale et solidaire soient renforcés et une meilleure coordination entre eux. Et puis, troisième levier d'action au niveau de la VISE, on va également développer en propre des programmes d'action et d'accompagnement à l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a par exemple le programme PINS dont parlait Jeanne, où chaque année, nous accompagnons une dizaine d'entrepreneurs sociaux dans leur stratégie de changement d'échelle. Mais on va pouvoir aussi être amené à développer des programmes en fonction voilà, de sujets qui remontent et de maillons manquants au niveau national pour renforcer l'innovation sociale et des dynamiques collectives qui y sont favorables. Et donc, le schéma que je vous présente, voilà, on voit qu'on travaille sur vraiment l'ensemble, toutes les étapes de vie d'un projet de SS, de la création à la consolidation jusqu'au changement d'échelle. Et puis, on va traiter également de questions transverses comme l'évaluation de l'impact social ou encore l'ESS dans les territoires. Et donc, c'est bien dans ce cadre d'action sur l'ESS dans les territoires qu'on a été amené à travailler avec le RTES, donc qui est un réseau de collectivités territoriales pour une économie solidaire, et qui rassemble aujourd'hui plus de 135 collectivités donc de tous les échelons, régionaux, départementaux, au niveau des pays, des intercommunalités et des communes. Et donc, qui est un réseau de partage également de pratiques et de valorisation des politiques publiques favorables à l'économie sociale et solidaire. Donc, on a travaillé avec le RTES et on travaille encore dans le cadre d'un projet qui s'appelle Tresson, donc qui est soutenu par le réseau rural national avec le soutien également du FEADER et qui a pour objectif de comprendre quelle est la place et le rôle de l'ESS dans le développement économique et social des territoires ruraux. Donc, pour ce faire, on a un programme avec 4 grands champs d'action. On a toute une partie autour de l'analyse pour mieux comprendre justement quelle est cette place, quelles sont les conditions aussi pour pérenniser les projets d'économie sociale et solidaire dans ces territoires. Donc là, dans cette phase d'analyse, on a plusieurs études qui ont été réalisées, des études statistiques sur l'emploi, sur les secteurs d'activité, mais on a aussi des études plus alors, je sais pas qualitatif, c'est pas le mot, mais où on est allé voir sur les territoires concrètement comment les acteurs s'emparaient de ces questions d'ESS pour leur stratégie d'action. On a un deuxième volet qui est la capitalisation. Donc, c'est effectivement une fois qu'on a repéré des initiatives innovantes, des démarches de coopération intéressantes, des projets également, on va faire en sorte de pouvoir promouvoir ces initiatives réussies et de créer des outils ou en tout cas de diffuser des outils existants pour favoriser les échanges entre acteurs de l'ESS, acteurs ORSS, et puis pour que chacun puisse s'emparer de ces différents outils et mieux soutenir les projets d'économie sociale et solidaire et les dynamiques qu'il y a à faire. On a un troisième enjeu qui est celui de valoriser. Donc, c'est un peu lié aux 2 premiers. C'est une fois qu'on a observé, qu'on a analysé, on va diffuser les enseignements du projet. Et donc, on a à la fois des actions de communication, des webinaires, des séminaires territoriaux et une lettre d'information, donc une newsletter dédiée à ce sujet. Et dernier volet, c'est celui de l'accompagnement. Et donc là, on va aller impulser et renforcer des coopérations entre acteurs ruraux, acteurs de l'économie sociale et solidaire et des collectivités.
Donc, toutes les productions du programme, toutes les études dont je vous ai parlé, que j'ai évoquées du moins, et les réalisations du programme sont en ligne sur le site Avise et également sur le site du RTES, vous pouvez les retrouver. Et aujourd'hui, donc on va travailler sur la question de l'économie circulaire parce que c'est un des thèmes qui a été identifié dans le cadre d'un panorama de projet ESS. Donc, c'est un panorama qu'on a réalisé l'année dernière, enfin cette année, en 2020, qui a identifié, voilà, on a identifié une centaine de projets innovants de l'économie sociale et solidaire en milieu rural, avec vraiment pour volonté de valoriser le rôle de ces acteurs et de ces projets dans des dynamiques nouvelles. Donc, on traite des projets ESS dans l'alimentation durable, dans la mobilité durable, dans l'entrepreneuriat de territoire, etc. Et donc, il y a tout un volet sur l'économie circulaire. Et une fois qu'on a réalisé ce panorama de valorisation, qui est voilà, un grand livrable avec tous ces projets, une sorte d'annuaire, on s'est dit que ce serait intéressant d'aller plus loin et de creuser la question pour chaque thématique et chaque secteur d'activité, et d'aller voir plus spécifiquement voilà, quelles sont les spécificités de l'ESS dans ces secteurs, quels sont les grands enjeux aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on parle d'économie circulaire et d'ESS. Donc, Jeanne, en tant que référente sur ces questions-là à l'Avise, va nous présenter les grandes définitions, de quoi on parle et permettre de contextualiser tout cela. Donc, Jeanne, je te laisse tout de suite la parole. Merci, Floriane. Eh bien, pour commencer, un rappel, voilà, bref rappel de la définition de l'économie circulaire. Floriane, si tu peux passer de slide, s'il te plaît. Merci. Donc, globalement, tous les acteurs aujourd'hui s'accordent sur la définition proposée par l'ADEME, qui donc définit l'économie circulaire comme un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, donc des biens et des services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement, tout en développant le bien-être des individus. Plus concrètement, en fait, l'économie circulaire va viser à sortir du paradigme de l'économie dite linéaire pour tendre plutôt vers une alternative une alternative au modèle extraire, produire, consommer et jeter les produits consommés. Donc, on a volonté de sortir de cette logique dite linéaire pour avoir un raisonnement plutôt en boucle. Floriane, je viens que tu passes de slide à nouveau. Et donc, l'économie circulaire va plus concrètement se décliner en fait en 3 domaines d'action qui vont même se décliner en 7 piliers. Donc, on va vraiment traiter tout le cycle de vie du produit ou du service. D'abord, avec comme premier domaine d'action, tout ce qui est en lien avec l'offre et donc les acteurs économiques qui vont proposer l'offre de produits ou de services. Les actions liées à la demande et donc comment les comportements en fait, des consommateurs vont pouvoir agir sur cet aspect d'économie circulaire. Et enfin, sur la gestion des déchets. Si on regarde un peu plus en détail ce que comprend chacun de ces domaines d'action, on y trouve donc 7 piliers. Le premier de ces piliers, c'est l'approvisionnement durable. Donc, en gros, c'est comment on va réfléchir à diminuer l'utilisation des ressources et quelle va être la réflexion dans le choix des matières pour viser au maximum à réduire l'impact environnemental sur tout le cycle de vie du produit. Là, en termes d'acteurs, on va dire qu'on va retrouver sur ce champ-là, donc acteurs à la fois de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire, on va retrouver tous les acteurs qui agissent sur les circuits courts alimentaires ou non alimentaires, les coopératives agricoles par exemple, tout ce qui est en lien avec l'agriculture biologique, les jardins d'insertion, l'agriculture urbaine, etc. Comme exemple de structure, on peut vous présenter AgriLocal 63, qui est une plateforme qui agit dans le Puy-de-Dôme et qui met en relation en fait, des établissements publics et privés d'une part avec des producteurs locaux pour encourager le circuit court. Autre pilier qui est l'éco-conception. Pour rappel, l'éco-conception, c'est comment en fait on va viser dès la conception du produit, du procédé d'un bien, à prendre en compte l'ensemble du cycle de vie de ce produit en minimisant les impacts environnementaux.
En termes d'acteurs, ici, on va retrouver tout ce qui est, par exemple, Fab Lab, tous les acteurs de l'upcycling, toutes les coopératives d'éco-construction, toutes les structures également qui travaillent, par exemple, sur la mode éthique, le mobilier urbain, etc. Comme exemple de structure, ici, je peux vous présenter en 2 mots Happy Up, qui est une filiale de la Camif, pour ceux qui connaissent, qui est basée dans les Landes. Et c'est une association qui éco-conçoit des meubles à partir de matériaux délaissés. Et en fait, à chaque gamme de produits qui va être conçue, ils vont analyser tous les impacts environnementaux que vont pouvoir générer en fait la production de ces différents meubles. Autre pilier de ce champ d'action offre, on retrouve l'écologie industrielle et territoriale, qu'on appelle aussi EIT. On appelle aussi, ça se relève de tout ce qui est en lien avec la symbiose industrielle. Donc, c'est comment on va essayer de tendre vers un mode d'organisation inter-entreprise, inter-acteurs pour optimiser les ressources sur un territoire. Donc, en termes de ressources, on parle d'énergie, d'eau, de matière, de déchets, mais aussi de mutualisation et d'interaction pour gérer les équipements et les expertises. C'est dans cette logique qu'a été créé les PTCE, donc les pôles territoriaux de coopération économique, qui, eux, en fait, ont pour objectif de gérer en commun, d'avoir une gestion commune des flux, notamment dans les zones d'activité, et puis de mettre en relation les acteurs économiques. Donc, on va retrouver dans ces PTCE des collectivités, des entreprises, des centres de recherche et d'innovation, et voilà, différentes typologies d'acteurs. Dernier pilier de ce champ d'action offre, qui est l'économie de fonctionnalité. Donc, c'est comment on va privilégier l'usage à la possession et plutôt tendre à vendre des services qui sont en lien avec un produit plutôt que le produit en lui-même. En acteur de l'ESS qui travaille sur ce champ, on a toutes les associations d'autopartage comme le réseau Cities par exemple, tous les espaces de coworking, des plateformes de prêt de matériel ou aussi parfois des coopératives d'utilisation de matériel. Si on passe au champ d'action, le deuxième champ d'action qui est plutôt axé sur la demande, avec 2 piliers, la consommation responsable et l'allongement de la durée d'usage du produit. Tout d'abord, avec la consommation responsable, donc c'est des acteurs là qui vont encourager l'acheteur, que ce soit un acteur économique, privé ou public, ou un citoyen consommateur, d'effectuer son choix dans ses achats en prenant en compte les impacts environnementaux et sociaux du produit et du service qu'il va acheter. Ici, on va retrouver tous les acteurs, toutes les associations d'éducation populaire, par exemple, les coopératives de consommateurs, les monnaies locales, les accorderies qui s'apparentent à de la monnaie temps, et comment des citoyens vont en fait échanger ensemble du temps pour faire des échanges de services. Tous les acteurs qui travaillent sur le commerce équitable, sur le tourisme durable, etc. On a comme exemple de structure qu'on peut vous présenter une association qui est basée à Montrouge, en banlieue parisienne, qui s'appelle Explicit, et qui mène un certain nombre d'actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Ils ont notamment de nombreuses actions pour revaloriser le pain et les surplus des professionnels. On a notamment des boulangeries qui refabriquent du pain à partir de pain de la veille ou de l'avant-veille. Dernier pilier avec l'allongement de la durée d'usage du produit. Donc, c'est comment le consommateur va avoir recours à la réparation, par exemple, comment il va acheter des produits de seconde main, où là, on va retrouver les acteurs, toutes les ressourceries, les recycleries. On laissera Tricycle Enchanté se présenter, mais voilà, qui s'apparente à ces activités-là. On va aussi retrouver tous les ateliers de réparation, avec notamment les repair cafés, les ateliers vélo, beaucoup aussi d'entreprises d'insertion qui ont une activité souvent de collecte et de revalorisation, des acteurs qu'on retrouve fréquemment sur ce pilier-là. Et enfin, le dernier champ d'action et le dernier pilier,
donc en lien avec les déchets et le recyclage. Souvent, quand on pense économie circulaire, voilà, on pense d'abord à cet axe déchets et recyclage, mais on voit voilà, la richesse, on va dire, de cette thématique et de voir tous les axes en fait que cela ça peut comprendre. Donc sur l'aspect recyclage, les acteurs de l'ESS vont avoir un rôle à jouer, plutôt un rôle de niche, on va dire, notamment sur les territoires où les grosses entreprises ne vont pas opérer parce que manque d'attractivité économique. Et grâce à leur plus grande flexibilité, leur ancrage territorial, et puis souvent la dimension sociale avec cette notion d'insertion par l'activité économique, les associations et les acteurs de l'ESS vont pouvoir occuper des marchés de niche sur tout cet aspect collecte de déchets. Donc là, on va retrouver tous les acteurs qui travaillent sur le recyclage de matière, le compactage, compostage, méthanisation, etc. Donc voilà pour ces 7 piliers. Floriane, je veux bien que tu changes de slide. Je ne vais pas vous repasser voilà, le détail de la loi, mais en termes d'actualité, on va dire, sur la réglementation en lien avec l'économie circulaire, il y a la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui est sortie en février 2020, et là, les décrets commencent à sortir petit à petit. Avec différents axes et différentes thématiques. On vous mettra un peu plus de détails en annexe du support qu'on pourra vous transmettre. Sur les écosystèmes, l'écosystème de l'économie circulaire, et voilà, de voir un peu qui agit au sein de ce secteur et de ces différentes activités. On a plusieurs acteurs. On a ceux qui vont financer et accompagner l'économie circulaire. On a des acteurs qui vont promouvoir, qui vont fédérer les acteurs, et puis d'autres acteurs qui vont organiser notamment la filière déchets. Si on zoome sur les acteurs qui vont financer l'économie circulaire, on va retrouver notamment la Caisse des dépôts et Caisse des dépôts, Banque des territoires, qui, pour rappel, gère pour le compte de l'État les mandats du programme d'investissement d'avenir, qui est un programme qui a été mis en place donc par l'État pour financer des projets, des investissements voilà, innovants pour promouvoir voilà, les territoires. Et souvent, on retrouve des projets d'économie circulaire voilà, qui vont être financés par la Caisse des dépôts. On a l'ADEME également qui porte un grand nombre d'appels à projets sur la transition écologique de façon générale, mais il y a de nombreux appels à projets qui portent sur l'économie circulaire. Actuellement, sur le site de l'ADEME, on retrouve 80 dispositifs d'aide pour l'économie circulaire auxquels il est possible de candidater, dont certains sont coportés avec les régions. Les conseils régionaux, justement, qui ont également un rôle important dans le financement de l'économie circulaire. Alors, c'est variable d'une région à l'autre, bien sûr, mais à titre d'exemple, en 2020, l'Observatoire des politiques régionales avait estimé que les régions avaient contribué à hauteur de 44 millions d'euros au dispositif pour l'économie circulaire. Donc, ça représente 5% du budget, enfin, leur budget lié à la transition écologique par ces régions. Et enfin, dans les financeurs, on va retrouver également les conseils départementaux qui, eux, vont plutôt avoir un rôle à jouer, vont être un partenaire clé pour les acteurs de l'ESS via leurs compétences insertion, comme je disais, notamment sur la partie recyclage déchets, tout ce qui est en lien avec l'insertion par l'activité économique. Voilà, des acteurs de l'économie sociale et solidaire travaillent sur cet axe-là. Donc, c'est là où les conseils départementaux pourront intervenir. Dans les acteurs, cette fois-ci, qui vont faire la promotion de l'économie circulaire et qui vont fédérer les différents acteurs, on retrouve les CRES dont parlait Aurore en se présentant, donc les chambres régionales de l'ESS qui vont, eux, réaliser de l'outillage sur l'économie circulaire, qui portent parfois aussi des appels à projets. Je vous ai mis quelques exemples de réseaux de l'IAE et notamment surtout la Fédération des entreprises d'insertion qui, eux, vont proposer des services en lien avec l'économie circulaire à leurs adhérents. Dans les acteurs qui vont
promouvoir l'économie circulaire, on a la plateforme économiecirculaire.org, donc qui est une plateforme qui a été mise en place par l'Institut de l'économie circulaire. Et donc cette plateforme va permettre aux porteurs et voilà, aux différents types de publics, donc citoyens, entrepreneurs, collectivités, de rejoindre des communautés pour échanger sur les différentes sous-thématiques de l'économie circulaire. Donc, au-delà d'être un fonds documentaire, ça va permettre aussi les échanges de pratiques entre les différents acteurs qui travaillent sur ce sujet. L'Institut de l'économie circulaire, je vous en parlais, qui est donc une fondation et qui, idem, va fédérer différents acteurs, des personnalités politiques et chercheurs, des entreprises, des associations voilà, autour de ce sujet-là, et réalise notamment de nombreuses publications assez utiles sur les sujets de l'économie circulaire. On a l'association AURÉ, qui est une association multi-acteurs et qui a 3 axes de travail, dont un sur l'économie circulaire, et qui va mener des groupes de travail tout au long de l'année sur ce sujet-là. Et enfin, on a les syndicats d'entreprises, donc plutôt privés cette fois-ci, notamment avec la FEDEREC et la FNAD, donc la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement, qui eux vont représenter des entreprises qui gèrent les déchets, donc que ce soit la phase de collecte, de tri et de valorisation, et pour la FNAD qui gère également tout ce qui est le sujet de dépollution des sols. On a la fondation Ellen MacArthur également, qui traite ce sujet d'économie circulaire et sur lequel vous pourrez trouver tout un ensemble de ressources. Et enfin, on a la filière déchets, tous les acteurs qui vont agir sur la filière déchets, avec par exemple Zero Waste France, pour la partie France, donc, qui va mener des actions de sensibilisation auprès des différents publics sur tout ce qui est production de déchets, gaspillage des ressources, et qui mène également des actions de plaidoyer pour tenter de faire évoluer les politiques publiques sur ce sujet-là. Et on a ensuite des acteurs qui sont des sociétés agréées pour traiter les filières à responsabilité élargie des producteurs, donc ce qu'on appelle les REP, où les producteurs en fait de certains produits vont devoir financer via ces filières le recyclage et le traitement de fin de vie de leurs produits. Donc on a par exemple Citeo qui va gérer tout ce qui est emballage, on a Écosystème qui va gérer tout ce qui est les D3E, donc les déchets d'équipements électriques et électroniques, et Écomobilier, qui porte bien son nom, donc qui va gérer tout ce qui est la filière du meuble, des matelas usagés, etc. Donc voilà pour les acteurs, l'écosystème de l'économie circulaire. Merci Floriane. Dernière slide. Donc voilà, on a vu les acteurs qui représentaient, qui faisaient la promotion et de l'ESS et de l'économie circulaire. C'est bien parce qu'il y a un lien entre ces deux types d'acteurs. C'est des acteurs qui partagent un socle commun qui est la volonté d'entreprendre autrement. Pour l'économie circulaire, c'est comme je vous le disais en introduction, comment proposer une alternative de ce modèle très linéaire, extraire, produire, consommer et jeter. Et pour l'ESS, ça va être entreprendre pour créer des emplois pérennes, non délocalisables, de créer une plus grande cohésion sociale sur les territoires, et puis d'apporter aussi des besoins socio-économiques, de répondre, à des besoins socio-économiques qui ne seraient pas traités par d'autres acteurs. À titre d'exemple, sur la partie réemploi, par exemple, l'ADEME en 2017 avait estimé que parmi tous les acteurs qui agissaient sur le réemploi, les acteurs de l'ESS représentaient un quart du chiffre d'affaires de ce secteur du réemploi, et que ça représentait 60% des emplois de ce secteur. Donc on voit vraiment les liens qu'il peut y avoir entre ces deux types de structures. De ce socle commun en découlent des défis, des défis communs également. On a repéré ici 5 défis, mais Aurore pourra compléter. D'abord, le premier défi qui est de s'ancrer dans les territoires. L'ESS et l'économie circulaire ont en commun le fait de voir cet aspect d'ancrage territorial, de volonté de porter une gouvernance élargie,
Et voilà, c'est comme ça qu'elles vont pouvoir élaborer des projets de territoire pour contribuer au développement justement du tissu local et de maintenir la création d'emplois. Tout le défi autour de gérer les ressources, on a vu qu'il y avait beaucoup de structures de l'ESS qui faisaient de la sensibilisation sur l'approvisionnement durable, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc. Coopérer pour mieux innover. Du fait de leur ancrage territorial, comme je le disais, les entreprises de l'ESS comme celles de l'économie circulaire vont devoir innover pour répondre à ces besoins locaux non couverts. Et donc, souvent, elles s'ancrent dans une logique de coopération, notamment via les pôles territoriaux de coopération économique dont je parlais tout à l'heure pour répondre à ces fameux besoins non couverts. Créer de nouveaux modèles économiques, que ce soit les structures de l'ESS ou de l'économie circulaire, elles vont, quand elles vont développer leurs projets, s'appuyer sur des modèles économiques différents, des modèles économiques plutôt classiques en intégrant l'aspect performance environnementale et sociale du projet et aller au-delà de cette recherche prioritaire, on va dire, du profit. Et enfin, le dernier défi qui est donc mobiliser le grand public. Donc, c'est des acteurs qui vont avoir une certaine sphère d'influence élargie grâce à leur encore cet aspect ancrage territorial, ancrage local, et puis le fait d'avoir une gouvernance participative souvent. Et grâce à ces outils, elles vont pouvoir avoir une influence élargie et puis s'adresser à un public large et varié. Donc voilà pour ce qui est des défis communs entre l'économie circulaire et les structures de l'ESS. Merci beaucoup, Jeanne, donc, pour tous ces éléments de contexte, de définition et d'éclairage donc, sur cette thématique. On a un dossier économie circulaire et ESS dont Léa a mis le lien dans le chat pour aller plus loin. Et puis, à la fin du webinaire, je vous partagerai également d'autres ressources. Mais avant ça, donc, je vais couper le partage d'écran parce qu'on va retrouver Aurore et Fabrice, excusez-moi, pour justement, grâce à vos retours d'expérience, vos témoignages, aller sur ces questions, sur tous les enjeux qu'a soulevé Jeanne et mieux comprendre quels sont ceux liés à la création et la consolidation de projets ESS dans l'économie circulaire. Donc, pendant que je coupe, je pense que ça y est, vous ne voyez plus mon écran, a priori. J'arrête de partager l'écran. Je ne sais pas si c'est bon. Et donc, je vais... Est-ce que Fabrice et Aurore, vous pouvez rallumer vos caméras? On voit ton fond d'écran, Floriane. Je pense que tu n'as pas arrêté totalement le... Ah oui. Voilà. C'est bon. Vous voyez plus la cascade. Hop, du coup, on retrouve Fabrice et Aurore pour ce temps d'échange, de questions. Et donc, on va peut-être commencer par vous, Fabrice. Donc, comme vous êtes, vous avez entrepris dans l'économie sociale et solidaire il y a ça plusieurs années, comme vous l'avez rappelé, en créant le projet du tricycle enchanté. Donc, un projet qui est engagé dans l'économie circulaire et qui plus est situé dans un territoire rural. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vous, sur la mission de l'association et les activités que vous mettez en place dans ce cadre? Et donc, comprendre un peu pourquoi vous avez créé ce projet, quels étaient les constats à l'origine et voir après s'ils sont toujours d'actualité. Très bien. Oui, donc le Tricycle Enchanté, c'est une ressourcerie. Donc, comme on a déjà évoqué, c'est une association qui est spécialisée dans la récupération, de la revalorisation et la sensibilisation sur la thématique des déchets. Nous, au départ de la création de l'association, on était un collectif de 5 personnes, dont 3 étaient issus d'une école de commerce. Et en fait, le constat de départ, c'était il y avait un parti pris de départ très fort sur le fait de vouloir installer une structure en milieu rural, en disant qu'effectivement, on avait parti du constat qu'il y avait une forme de désertification de l'activité économique en milieu rural et un peu des villages qui étaient un peu en perte d'activité économique. Donc ça, c'était un constat partagé. Et aussi de se dire dans quelle mesure on pouvait, nous, par rapport à nos compétences et à notre expérience, développer un projet économique qui soit à la fois durable, résilient et ancré sur un territoire, dans le sens qu'il soit vraiment qui puisse apporter une réponse à une problématique de territoire.
et aussi être un biais de changement des pratiques et de sensibilisation et d'éducation au changement nécessaire de modèle économique. Donc effectivement, donc on est parti sur quelles étaient les ressources disponibles localement pour développer notre activité. On s'est dit, effectivement, les déchets, c'est une ressource, ça peut être une ressource qui est disponible locale sur les territoires, qui nécessite un apport, un traitement et une amélioration du traitement et de meilleure valorisation, et qui répond du coup à un vrai besoin de territoire à la fois sur du coup le meilleur traitement, donc le point de vue environnemental de ces déchets, une économie des ressources, et du coup qui offre une reprise d'autonomie aussi du territoire par rapport à une consommation locale, et qui permet la création d'emplois et d'être assez cohérent aussi par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, d'avoir une activité qui soit durable, résiliente et qui apporte une plus-value sociale et environnementale au territoire. Donc oui, vous parlez d'ancrage territorial, c'est une notion qu'on va creuser aujourd'hui. Et lorsque vous avez identifié donc ce besoin local, comment est-ce que vous vous êtes accompagné ou entouré pour lancer le projet? Comment est-ce que vous avez procédé pour le mettre en place concrètement? Alors, déjà la première étape, c'est on allait rencontrer tous les acteurs du territoire, à la fois des acteurs ESS qui étaient déjà existants, à la fois de toutes les collectivités, les partenaires institutionnels, départements, régions, pays. Voilà, on a vraiment essayé de présenter, avant même de démarrer l'activité, déjà on a fait un gros travail effectivement d'échange, de confrontation en tout cas entre nous, l'idée qu'on se projetait sur le projet sur le territoire, pour vraiment sonder le territoire et vraiment affiner un peu le projet tel qu'on l'avait imaginé, pour vraiment c'est un peu cette idée qu'il soit vraiment en adéquation avec les besoins du territoire et avec la typologie du territoire. C'est aussi un gros travail d'apprendre à connaître le territoire sur lequel on va s'installer, parce qu'il faut savoir que sur les personnes qui ont créé la structure, on était pour la plupart, à part une personne, pas originaire du territoire où on s'est installé. Donc voilà, on était un peu tout neuf sur ce territoire aussi. Donc c'est un avantage, du coup, on n'est pas, on arrive avec des idées neuves, mais ça peut bousculer les choses, mais aussi, il faut quand même aussi s'adapter, essayer d'écouter aussi les spécificités du territoire pour que la réponse soit le plus pertinente et la plus adaptée à ce que attend aussi le public. Donc on a vraiment passé pas mal de mois avant de commencer toute l'activité à vraiment faire ce travail-là. Et du coup, après, de présenter aux partenaires pour trouver des moyens financiers. Effectivement, ce qui nous a permis de nous lancer, c'est une aide, dans un premier temps, à l'époque, c'était la mesure 10B du FSE, qui est devenue 4.2.3 après, qui a permis de créer les premiers emplois et de vraiment avoir quelques premiers moyens pour démarrer une activité. Ok, donc vous avez identifié un besoin, il y avait la motivation pour s'installer, vous avez fait tout ce travail de confrontation de l'idée aux réalités du terrain pour affiner votre projet. Et concrètement, aujourd'hui, comment est-ce qu'il fonctionne le projet de l'association et quelles sont les activités que vous développez? Alors, le Tricycle Enchanté, actuellement, on est du coup, depuis ça fait 14 ans qu'on a créé l'association. Maintenant, on a 14 salariés au bout de 14 ans, dont 6 en CDI et 8 en contrat aidé. Et les activités que propose l'association, c'est du coup de la collecte sur rendez-vous d'objets réemployables, du débarras de maison. Ensuite, ces objets, on les revalorise, donc ils sont remis en état, nettoyés et revendus. Donc ça, c'est une partie importante de l'activité qui mobilise pas mal de moyens. On a aussi développé, parce que ça c'était un parti pris de départ très fort, de développer aussi une structure d'éducation à l'environnement. Donc on a aussi 3 personnes dédiées à ces missions-là au sein de la structure sur l'offre d'éducation à l'environnement. Donc on propose des interventions d'animation auprès de tout type de public. Ça va du milieu scolaire au milieu carcéral, en passant par du public handicapé. On a vraiment une offre d'animation très variée en fonction des publics et des thématiques. Donc, on ne travaille pas plus seulement sur la thématique du déchet, mais sur toutes les thématiques liées à la consommation et à l'environnement. La thématique déchets assez intéressante, qu'elle permet de vraiment assez vite dévier sur la question de la consommation et du coup sur la question du modèle économique. Donc c'est un peu en tirant les fils, on arrive vite à tout lier. Et ensuite, on a aussi des activités annexes, notamment qu'on a développées autour de la location de toilettes sèches ou la prestation de services de mise à disposition de personnel en déchetterie sur des agents valoristes.
Ok, donc ça s'est fait petit à petit, ce développement d'activité. Ouais, ok. Et comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui avec les collectivités? Donc, c'est le premier contact que vous avez eu avec elles, finalement, c'était quand vous avez fait ce tour du territoire, d'aller voir un petit peu quels étaient les besoins et les ambitions de chacun. Est-ce que vous avez été confronté à certaines difficultés éventuellement quand on met en place un projet d'ESS en milieu rural, un projet d'économie circulaire? Et éventuellement, voilà, comment est-ce que vos relations ont évolué avec ces acteurs publics Alors, intéressés ou non par le ouais. projet? Alors, effectivement, nous, on a eu un accueil plutôt favorable, on va dire, des conseils départementaux, conseils régionaux. Où là, c'était plus facile. Là où on a été plutôt en difficulté à la création d'associations, c'est vraiment avec les collectivités locales, communautés de communes, où du coup, on n'a pas voilà, du tout été écouté, soutenu ou entendu entre les apports il n'y a pas eu de compréhension de qu'est-ce que pouvait apporter une structure comme la nôtre sur le territoire. Voilà, donc ça a pas mal évolué parce que du coup, simplement par les faits, du coup, le fait que maintenant on est sur la commune, on est installé à Bourdet, on est le premier employeur privé de la commune. On a vraiment participé à mettre en place une vraie dynamique de territoire qui a renforcé l'attractivité du territoire et qui a fait venir de nouveaux habitants sur la commune. On est pour donner des chiffres un petit peu sur la commune, là, en 14 ans qu'on est sur la structure, il y a eu un renouvellement de plus de 55% de la population, avec beaucoup d'arrivées de personnes jeunes, de milieux qui venaient d'autres territoires, et qui a permis, du coup aussi c'est pas voilà, il y a une dynamique de retour vers le milieu rural, mais à cette échelle-là, ça s'est pas vu sur des territoires proches de celui où on est installé, avec effectivement la permettre de maintenir les écoles en fonctionnement, et effectivement tous ces éléments-là ont permis de changer le regard et tout aussi de la collectivité sur notre projet. Et sur là, ils ont vu constater dans les faits les apports concrets de l'installation de notre projet sur le territoire. Voilà, ça a aussi des effets collatéraux sur l'activité économique locale. Les gens qui venaient travailler sur la structure, qui restaient sur le territoire, certains qui partaient de chez nous, mais qui restaient sur le territoire pour créer de nouvelles activités. Tout ça, finalement, ça crée une dynamique positive. Et aussi, une spécificité des structures SS, c'est qu'on est vraiment au service du territoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on vient prioritairement remplir un besoin pour une activité du territoire, et on essaye aussi, c'est notre démarche à nous, et je pense que c'est la démarche de l'ESS de manière, c'est on essaye de promouvoir le développement du territoire dans son ensemble. Donc, on se met au service de ça. Et voilà, du coup, donc ça a pas mal évolué jusqu'au point que maintenant on est un projet de développement qui est dont l'investissement immobilier du projet est porté par la collectivité. Très bien, merci. Donc effectivement, sur la spécificité des structures SS, on voit tout l'impact positif qu'il y a, donc l'impact un peu, on va dire, direct, ces créations d'emplois, ces impacts en termes de revitalisation finalement, puisque si l'attractivité du territoire a été renforcée, c'est aussi parce que voilà, il y a ces dynamiques peut-être participatives qui sont intéressantes et qui aident aussi à revitaliser ces zones. Peut-être justement Aurore, suite à la présentation qu'a fait Fabrice et aux enjeux aussi qu'a soulevé Jeanne dans son introduction, est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport aux grands enjeux auxquels sont confrontés aujourd'hui les acteurs de l'ESS qui sont investis dans ces activités d'économie circulaire? Est-ce que vous partagez cette notion de structure au service du territoire, au service de son développement? Voilà, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ces grands enjeux aujourd'hui? C'est une large question, hein, mais Merci Floriane. J'en profiterai peut-être aussi pour parler des risques du secteur. Mais oui, globalement, l'introduction à ce propos-là, il est bien de dire que les deux sujets, enfin les deux approches, économie sociale et solidaire d'un côté et économie circulaire de l'autre, ont en commun un certain nombre de choses. Et la première, c'est la territorialité. Les structures de l'ESS s'ancrent toujours dans un contexte territorial et à mon sens, l'économie circulaire doit être une économie locale. Peu importe le pilier
duquel on part. C'est-à-dire, on a bien vu avec Jeanne tous les piliers, qu'on parle de consommation responsable, qu'on parle de réemploi ou même qu'on parle de recyclage de déchets. Il me semble qu'aujourd'hui, si on veut avoir une économie circulaire vertueuse, on doit parler d'une économie circulaire territoriale. Donc, effectivement, c'est logique qu'un certain nombre de structures de l'économie circulaire soient des structures de l'ESS historiquement. Si je prends parmi les premiers, on a Emmaüs, ça fait 71 ans cette année qu'ils travaillent sur ces sujets-là, donc c'est pas pour rien. Autre chose qui me semble essentielle quand on parle même plus largement de transition écologique et de faire le lien avec l'ESS, c'est cette vision qui n'est pas juste une vision court-termiste capitaliste, mais bien une vision à moyen terme, voire à long terme de changement de paradigme. Fabrice le disait lui-même, quand on travaille sur la question de la gestion du déchet ou de l'évitement du déchet, très vite on pose la question de la consommation et donc finalement des modèles de société dans lesquels on vit. L'ESS, elle a ça aussi en commun avec le sujet de l'économie circulaire, c'est qu'elle est là pour re-questionner la façon dont on entreprend, dont on fait de l'économie, en essayant d'en faire une économie plus vertueuse. Alors, dans son origine, plutôt sur des questions sociales et solidaires, mais qui sait, et je l'espère demain, aussi sur des questions environnementales, même si aujourd'hui, ce n'est pas écrit comme tel dans la loi ESS. Sur les opportunités, l'histoire en fait, l'actualité, c'est-à-dire qu'un certain nombre de citoyens et de citoyennes aujourd'hui demandent sur les offres de produits à acheter quelque chose qui soit plus responsable et en matière d'environnement et en matière de social. Quand même, on parlait beaucoup en matière d'environnement, mais j'ai le sentiment que depuis 1 ou 2 ans, il y a toujours cette notion du solidaire qui ressort aussi. Et donc finalement, ce côté aussi Made in France, il n'est pas que pour le côté environnemental et limitation de l'impact carbone, mais il peut être aussi sur de l'emploi local créé. Et donc ça, je crois que très clairement, nos structures, elles savent le faire, elles ont montré qu'elles savaient le faire. Donc ce que dit Fabrice, c'est juste, c'est pas toujours reconnu par les parties prenantes du territoire. Et donc peut-être qu'un des enjeux, c'est aussi de monter en visibilité justement sur toutes les externalités positives que nos structures de l'ESS du réemploi produisent sur les territoires, c'est-à-dire à la fois. Et on travaille là-dessus avec les CRES à l'échelle de 8 régions, identifier justement les externalités positives du réemploi en matière de gestion des déchets et donc plutôt ressources, on va dire, en matière d'emploi, en matière de lien social, de solidarité et évidemment de sensibilisation à la production de déchets, à l'évitement de la production de déchets. À destination notamment des collectivités, l'idée étant bien de montrer qu'on n'est pas juste des opérateurs déchets, mais qu'en fait, on a un certain nombre de choses positives qu'on amène sur les territoires. Et c'est ce que disait Fabrice, finalement, moi, de ce que j'entends, mais il pourra rebondir là-dessus. Au début, le projet, ce n'était pas nécessairement de faire de l'insertion, et finalement, vous dites que 8 salariés sur 14 sont des contrats aidés. Donc, voilà, ça aussi, je trouve que c'est un élément de réponse fort, montrer que la plupart des structures du réemploi qui sont de l'ESS le sont aussi avec des postes en insertion. Donc, ça veut dire que derrière, elles ont, peut-être que je vais trop vite et qu'on y reviendra tout à l'heure sur les plus-values, mais le fait que ce soit des structures de l'ESS, c'est une plus-value supérieure à la seule plus-value environnementale de l'objet réemployé, puisqu'on utilise le réemploi comme objet social dans le territoire, à la fois pour créer des emplois non délocalisables, pour la plupart en insertion, donc pour des personnes éloignées de l'emploi. Et puis, c'est un deuxième aspect social ou solidaire, qui est de pouvoir redonner du pouvoir d'achat à des personnes en difficulté économique qui peuvent venir acheter des produits réemployés à moindre coût. Maintenant, dans l'actualité qui est la nôtre, parce que les citoyens et citoyennes demandent des produits plus respectueux en matière d'environnement, on est aussi confronté à des risques. Et je crois qu'il faut aussi être capable de l'exposer. C'est-à-dire que puisque les consommateurs et consommatrices le demandent, on a de plus en plus d'acteurs et d'acteurs qui ne sont pas de l'ESS qui arrivent sur ce créneau du réemploi. Et donc, il y a un vrai enjeu pour nous, justement, à parler de ces externalités positives autour de la seule activité déchets et réemploi pour pouvoir montrer tout ce qu'on produit sur la base de cette activité de réemploi. La question que je pose, c'est est-ce que l'économie circulaire, doit-on parler d'économie circulaire quand les équipements de type téléphone portable sont reconditionnés en Pologne, par exemple? Je ne suis pas certaine qu'on puisse parler d'économie circulaire, puisque
Non, mais c'est évidemment très politique et engagé ce que je dis, mais finalement, c'est aussi la différence entre les structures de l'ESS qui font de l'économie circulaire dans les territoires, avec les territoires et les spécificités des territoires, et des plateformes de vente de produits réemployés, où derrière, la question qu'on doit se poser, c'est dans quelles conditions cet équipement a-t-il été réemployé et son impact aussi sur l'environnement. Donc ça, c'est le premier risque que je vois, le fait qu'il y ait de nouveaux acteurs qui arrivent par opportunisme, pardon du terme, mais par opportunisme capitaliste finalement et économique sur le sujet, en oubliant peut-être les autres externalités que nous, on sait produire. Et donc ça, de la concurrence qui augmente, et nécessairement, ça fragilise des modèles économiques qui sont déjà un peu fragiles parfois. Et le deuxième gros risque, évidemment, puisque les consommateurs le veulent, le marché traditionnel qui commence à se positionner sur ces questions de réemploi en ayant leur propre rayon réemployé de leurs propres produits réemployés en interne. Et là, moi, ce qui m'interroge, c'est le fait que pour inciter les gens à faire ça, on leur donne souvent des bons d'achat en échange du retour de ces produits. Ça m'interroge à 2 sujets. Le premier, c'est doit-on systématiquement mettre de l'argent derrière le geste citoyen engagé pour l'environnement qui était de donner ce qu'est nos structures. Aujourd'hui, nos structures ne donnent pas de bons d'achat, les modèles économiques ne tiendraient pas. Donc, on marche beaucoup effectivement sur le don aussi. Et si demain, on a en concurrence des metteurs en marché qui ont la capacité économique de donner des bons d'achat pour récupérer les meilleurs produits en termes de qualité sur leur emploi, encore une fois, ça va fragiliser nos structures parce que du coup, ça veut dire qu'on va se récupérer que les choses de deuxième qualité. Donc ça, c'est un autre gros risque que je vois aujourd'hui. D'où le fait je crois, on ne peut plus juste parler du réemploi pour le seul objet, réemploi environnement, déchets, mais on doit le mettre au regard de toutes les externalités autour. Donc j'ai beaucoup dit le mot externalité positive, mais c'est vraiment un sujet parce que c'est ce qui fait le lien à faire qu'on ait parlé d'ESS et pas juste d'économie circulaire. On est bien dans une conférence ESS et économie circulaire et c'est important de l'avoir en tête. Pardon, je vais peut-être être un petit peu longue du coup. Non, non, mais c'est très bien. Ça permet aussi de voir justement ce qu'on voulait mettre en avant, c'est-à-dire ce lien entre ESS et économie circulaire, valoriser ses impacts positifs et voir aujourd'hui un peu l'état des lieux de on en est où sur ce marché, comme vous le dites, qui peut être de plus en plus concurrentiel du fait des évolutions législatives, des évolutions de consommation et de production. Donc, c'est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème. Et peut-être Fabrice, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Aurore sur cette question, voilà, de marquer encore plus la différence et de bien mettre les mots et des notions derrière la différence entre le réemploi marchand et non marchand, parce que c'est quelque chose au final que vous valorisez à travers le projet Le Tricycle Enchanté, mais peut-être de façon plus large aussi dans les activités, dans la défense de ce projet ESS et économie circulaire. Oui, de toute façon, je partage complètement voilà, les problématiques que présente Aurore. Là, c'est vrai que c'est fait partie des sujets qui sont source d'inquiétude et auxquels voilà, on travaille et réfléchit, que ce soit au sein du réseau national comme du réseau régional, parce que oui, effectivement, c'est des risques. Excusez-moi, 2 minutes. Oui, donc Fabrice est également investi dans les réseaux locaux de l'économie circulaire et des réseaux nationaux. Donc le réseau local Renaître en Nouvelle-Aquitaine, donc tu nous parleras un petit peu après. Excusez-moi pour cette interruption. Il n'y a pas de souci. Je disais que vous étiez dans des réseaux de l'économie circulaire, c'est pour ça que vous parliez de... Tout à fait, oui. Voilà, du coup, on participe à l'animation du réseau régional et on est adhérent du réseau national. Et donc, effectivement, voilà, du coup, on partage ces problématiques-là et ces réflexions-là et on a un vrai enjeu sur se différencier du réemploi marchand parce que, effectivement, c'est des acteurs qui vont, voilà, du coup, rentrer en concurrence avec nos activités qui sont en plein essor et voilà, du coup, c'est comment nous, on arrive à valoriser nos spécificités, notre plus-value sociale qu'on apporte. Voilà, du coup, enfin, là, il y a des chiffres qui parlent, hein, comme on a dit, le réemploi non marchand, il est à tonnage équivalent 10 fois plus employeur que le réemploi marchand. Enfin, il y a pas mal d'éléments qui permettent de mettre en avant et puis l'impact sur le territoire et puis la prise en compte environnementale de nos activités, c'est-à-dire qu'effectivement, du réemploi marchand, et comme l'a dit Aurore, ils sont pas aucun problème voilà, à réemployer des choses, à les faire retraiter en Chine ou en Pologne et pour les ramener.
Et on parle de réemploi, d'économie circulaire, alors qu'effectivement, c'est la différence entre l'ESS et quelque part, entre le rapport marchand et non marchand, mais aussi entre l'ESS et l'économie. C'est du coup, nous, on est répondre à un besoin en essayant en prenant en compte toutes les caractéristiques, que ce soit environnementales, sociales, et comment on est le plus résilient possible, avec un qui va dire comment on va maximiser notre profit pour répondre à un besoin. Donc, on est vraiment pas du tout le même paradigme de départ. Voilà. Donc, juste pour revenir sur le côté insertion, effectivement, le tricycle, ça je l'ai pas dit, on est devenu entreprise d'insertion depuis cette année. Donc, effectivement, on y est revenu à un moment donné en France. Très bien, merci. Effectivement, tout cet intérêt de valoriser et puis d'aller voir derrière, justement, de mieux comprendre qu'est-ce qu'un projet d'ESS, projet d'économie sociale et solidaire, qui met la poursuite de l'utilité sociale au cœur de l'activité. Donc, de cela va découler tous les autres, on va dire, piliers de l'ESS tels qu'on les présente, hein, le fait de favoriser une gouvernance partagée, en tout cas un partage des responsabilités et de la prise de décision. Ça aussi, c'est un impact positif qui est lié à ce but originel du projet. La question du modèle économique, et c'est là-dessus qu'on va enchaîner parce que c'est lié en fait, c'est important. Une fois qu'on a montré quels sont les atouts de l'ESS pour développer une économie circulaire qui soit véritablement vertueuse, locale, ancrée dans le territoire et en phase avec les besoins sociaux identifiés, comment est-ce qu'on fait derrière pour aller soutenir les porteurs de projets qui prennent un peu tous ces enjeux-là en compte et qui développent des initiatives, parfois des innovations sociales vraiment sur des modèles très innovants et expérimentaux, ou pas forcément expérimentaux, mais en tout cas, voilà, c'est des prises de risques, c'est de l'expérimentation, c'est un positionnement qui est fort, qui est engagé. Derrière, comment est-ce qu'on fait pour aller renforcer ces modèles économiques? Donc tout à l'heure, Aurore, vous disiez voilà, que vous allez travailler justement sur cette question-là. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée voilà, des grands leviers d'action qui sont déjà identifiés pour renforcer les modèles éco des projets ESS dans l'économie circulaire et ces leviers sont-ils par qui peuvent-ils actionnés? Comment faire quand on est porteur de projet ou accompagnateur ou collectivité pour s'engager et pour soutenir ces dynamiques-là? Pareil, grande question. Oui, ouais, C'est des questions à rallonge. Il n'y a pas une seule réponse, mais en fait, alors peut-être en intro de ça, je vais probablement choquer, tant pis. Je ne sais pas si la fracture doit se faire sur les termes marchand, non marchand. Je crois qu'on peut assumer en étant de l'économie sociale et solidaire de vouloir avoir une structure qui soit rentable. C'est juste que l'objet derrière de notre structure est de mettre l'humain au centre et l'investissement pour le développement de la structure elle-même plutôt que de faire de la rente à des actionnaires. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on doit être non marchand. Peut-être ça, c'est un élément de réflexion qu'on peut avoir aussi entre nous, c'est-à-dire aussi pour être plus audible auprès des pouvoirs publics, etc. On a une économie à tenir, sinon c'est simple, on ne recrute pas de nouvelles personnes et je veux dire, on parle de modèle économique, donc il me semble qu'il y a quand même cette notion de marchandises, on vend des choses. Après, donc peut-être que la dichotomie, elle n'est pas à faire sur marchand, non marchand, mais plus sur l'objet effectivement social et le fonctionnement de notre économie. Bon, ça, c'est juste une petite réflexion qu'on peut se mettre là, et puis Fabrice aura peut-être des éléments de réponse à donner là-dessus. Sur la question posée, en fait, cette question m'a été posée au début de ma prise de poste au CNCRES par l'ADEME en 2018, qui m'a dit il y a un certain nombre de structures de l'ESS qui ont des modèles économiques tout à fait pérennes. Pourquoi ce n'est pas le cas du remploi? Et donc, est-ce qu'on ne peut pas transposer les modèles économiques de certaines structures de l'ESS sur celles du remploi? Oui, on peut le voir comme ça, mais en fait, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens de comparer une banque mutualiste de l'ESS à une structure du réemploi, puisqu'on est bien sur des comparaisons de modèles économiques par filière et non par statut, en fait. L'ESS, qu'est-ce qui raccroche l'ESS? Ce sont bien les statuts des structures. Donc, moi, ma réponse a été de dire ça, je ne sais pas répondre.
je ne sais pas dire, il y a un modèle économique du remploi, et je crois que l'introduction de Fabrice, elle répond tout à fait à ça. Il y a quasiment autant de modèles qu'il y a de structures sur les territoires, puisqu'en fonction des partenariats que vous allez faire avec vos parties prenantes locales, votre modèle économique va être lui-même complètement transformé. Et Fabrice donnait déjà un élément de réponse en disant depuis, la collectivité s'est engagée aussi finalement dans le modèle économique de notre structure. Donc la réponse, ça a été de dire peut-être que ce n'est pas là-dessus qu'il faut qu'on joue, mais plus déjà sur tout ce qui va être sensibilisation, notamment des collectivités territoriales. Pourquoi? Parce que finalement, qui aujourd'hui a la compétence déchets? Ce sont bien les EPCI à compétence déchets, donc on est à l'échelle de la collectivité territoriale. En parallèle de ça, on a la réglementation européenne qui a fixé en 2008 dans l'accord cadre déchets la hiérarchie des déchets, qui fixe bien une pyramide avec on doit privilégier la prévention et l'évitement des déchets, puis le réemploi, puis la réutilisation, le recyclage, l'incinération et le stockage. Puisque ces collectivités ont la compétence déchets, il me semble qu'elles doivent donc répondre à cette hiérarchie des déchets en privilégiant bien le haut de la pyramide, à savoir donc l'évitement et le réemploi. Et puisque ce sont elles qui bénéficient de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est ce qui va financer en majeure partie le service déchets en France, il me semble que c'était auprès des collectivités territoriales qu'on avait le plus à faire en termes de sensibilisation à toutes nos externalités positives. Et donc à sortir de cette seule vision, nous sommes des opérateurs déchets. Ce que nous ne disons pas, nous, côté ESS, mais ce qui peut être perçu, puisqu'on vient effectivement sur un gisement de déchets. Donc en septembre 2000, je suis perdue dans les dates, mais 2019, on a commencé un travail avec 8 régions, dont fait partie la Nouvelle-Aquitaine, sur justement mettre les structures autour de la table, donc ressourcerie, recyclerie, Emmaüs, Envie, le relais. En fait, avoir quelque chose qui soit très transversal, ESS et économie circulaire, et pas juste une entrée-partie de structure, puisque les discours sont relativement les mêmes, même si on a des différences entre insertion d'un côté et non-insertion de l'autre. On ne porte pas toujours les mêmes discours. Mais donc, du coup, de pouvoir faire remonter des indicateurs pour valoriser ce qu'on fait. Et donc, on s'est dit, enfin, les structures se sont dit, dans toutes ces régions, en travaillant ensemble, finalement, il faut qu'on parle le même discours que les collectivités. Donc, on va classer ces indicateurs par grandes thématiques type service de collectivité. Aujourd'hui, on a des structures du réemploi de l'ESS qui vont travailler, qui vont contractualiser à la fois avec le service déchets de la collectivité, mais aussi avec le service formation-emploi, aussi avec le service sensibilisation ou animation du territoire. Et ces services-là, dans les grandes collectivités, ils ne se parlent pas forcément sur le fait d'avoir conventionné avec la ressourcerie ou la recyclerie. Donc nous, l'objectif, c'est que par ce travail-là, on arrive à avoir une grille d'indicateurs sur cette grande thématique que je viens de vous donner, pour justement montrer ce qu'on apporte en plus de la seule action déchets. Et ce qui est très intéressant, alors on a pris pas mal de retard cette année, vous le comprendrez évidemment avec le Covid, parce que on devait lancer le test de la grille d'indicateurs pile au moment du premier confinement, et je pense que c'était relativement indécent de demander à des structures qui étaient en train de lutter pour survivre de renseigner des indicateurs. Donc, on va reprendre ça plus fortement à partir de début 2021, parce que même si nous étions reconfinés, bon, on ne peut pas bloquer les travaux comme ça pendant 3 ans. Donc, on va essayer de s'organiser pour que ça avance. Mais c'est le gros chantier 2021 qu'on va mener avec les CRES et les structures et les réseaux, qu'ils soient régionaux ou nationaux. Ils sont tous associés, évidemment. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse notamment faire une note à destination des nouveaux élus qui sont moins nouveaux maintenant, mais à l'époque, on avait prévu que ce soit pour les nouvelles élections du printemps, justement pour les sensibiliser sur les externalités, et puis de faire en sorte que les structures elles-mêmes puissent s'approprier ces indicateurs pour faire leur propre... si vous voulez, dans un rapport d'activité demain, si toutes les structures ont à peu près la même grille d'indicateurs, ça aussi, ça permet derrière de porter un message qui est clair, qui est toujours le même et qui commence du coup à rentrer dans les têtes. Et quand en décembre de l'année dernière, on m'a demandé de présenter ce travail à la métropole européenne de Lille, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils étaient en plein renouvellement de leur marché réemploi. Et ils se sont dit, c'est super de ne pas avoir que des indicateurs d'évaluation déchets. On va partir de ça pour aussi en mettre d'autres, c'est-à-dire que sur l'évaluation de, je vais dire un mot qui ne va pas plaire, mais de la performance, on peut se dire effectivement que c'est logique que vous ne répondiez pas forcément à la performance des opérateurs déchets. Bien sûr que vous êtes, par exemple, 10 fois plus cher à l'euro-tonne que l'installation de stockage. Par contre, vous créez 10 fois plus d'emplois localement délocalisables, dont 80% en insertion. Donc,
voilà, ça c'est le travail qu'on veut faire. Il faut qu'on soit vigilant à ce que ça ne devienne pas justement quelque chose où systématiquement dans les marchés, on nous tienne par ça avec l'atteinte d'objectifs trop forts parce que ce n'est pas non plus le but de nos structures. Donc, il ne faut pas qu'on rentre justement que dans de l'atteinte de performance. Mais c'est l'objectif de travailler comme ça à finalement convaincre les acteurs locaux type collectivité ou même finalement institutions type région, etc., de toutes les externalités de nos structures. Et la deuxième chose, mais je serai très rapide sur ça, par contre, c'est il faut voir comment ça va se passer dans le cadre du plan de relance. On parle de 500 millions, Jeanne disait 500 millions d'euros sur l'économie circulaire, seulement 21 millions d'euros sur le remploi. Ça s'interroge quand on voit la hiérarchie des déchets et qu'on se dit que finalement on devrait être en priorité avant d'arriver au recyclage ou au stockage. Bien évidemment, tout ne peut pas être réemployé, ne nous voilons pas la face, mais ça interroge aussi sur les soutiens qu'on peut faire à payer le réemploi à la hauteur de ce qu'il coûte. Aujourd'hui, la majorité de nos structures ont des modèles économiques qui tiennent parce qu'elles font de l'insertion. J'ai aucun problème à dire que la filière textile ne tiendrait pas aujourd'hui en termes de réemploi s'il n'y avait pas d'insertion. Il n'y aurait pas de filière réemploi du textile en France s'il n'y avait pas d'insertion. Ce n'est pas plus compliqué que ça. D'où le fait que ce soit bien nos structures de l'ESS qui historiquement sont sur le réemploi et l'économie circulaire. Donc il faut aussi se poser la question des ambitions qu'on se fixe. Si on se fixe de respecter les hiérarchies des déchets et d'avoir des objectifs de plus en plus forts sur le réemploi, mettons les moyens qui vont derrière. Une tonne réemployée, ça ne coûte pas 20 €. Oui, tout à fait. Et là, vous soulevez un certain nombre de sujets. Du coup, vous avez parlé de filières. C'est vrai aussi, ça pose la question de la coordination peut-être des acteurs au niveau local, de voir aussi comment est-ce que on prend en compte ces modèles économiques et la coordination. C'est pas forcément quelque chose non plus d'évident à faire. Je ne sais pas si éventuellement vous avez des exemples intéressants à nous partager sur ce sujet-là, s'il y a des choses que vous avez observées dans le cadre de vos travaux. Ça pourrait être intéressant d'avoir votre retour. Vous avez également évoqué la question du levier de la commande publique comme un levier justement de transition, de soutien et finalement comment est-ce qu'aujourd'hui on va essayer d'aller accompagner à la fois les acheteurs et les prestataires. Donc, c'est vraiment ce travail à double sens pour faire en sorte que dans les marchés publics, il y ait plus d'acteurs de l'économie sociale et solidaire sur ces questions sur tous les services d'économie circulaire qui peuvent être mis en place et comment est-ce on montre que finalement les services des acteurs de l'ESS sont des services à part entière avec toutes les externalités positives que ça peut engendrer, mais du coup, toutes les contraintes économiques, effectivement, ça peut également soulever. Et sur la question du plan de relance, je ne sais pas si Jeanne, à un moment, tu voudras aussi rebondir sur cette question, si jamais tu as des informations complémentaires, parce que tu en as parlé tout à l'heure. Et puis après, je laisserai aussi Fabrice rebondir sur tout ce qui a été évoqué par Aurore à l'instant sur cette question de modèle éco et des priorités finalement que vous pouvez aussi constater peut-être dans le cadre des réseaux autour des ressourceries et des grands enjeux que vous menez. Du coup, pour reprendre dans l'ordre, parce que je fais des grandes questions valises, je vais peut-être commencer par Fabrice, si vous voulez bien avoir votre réaction à ce que vient de dire Aurore et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors du coup, oui, juste pour revenir rapidement là sur la sémantique marchand non marchand, effectivement, voilà, c'est peut-être pas les termes les plus pertinents. Moi, j'ai aucun problème au fait de faire de l'économie, de faire du marchand. Effectivement, c'est pas le problème. Après, effectivement, il faut arriver à trouver des termes. Bon, jusqu'à présent, c'est le réemploi marchand non marchand, c'est le terme qui a été, c'est la dichotomie qui a été employée pour l'instant par les réseaux nationaux. Elle n'est peut-être pas la plus pertinente. Ça sera retravaillé. Effectivement, je rejoins cette réflexion-là que voilà, j'avais pas encore eu avant aujourd'hui, mais effectivement, peut-être c'est pas la plus pertinente. Juste, nous, dans l'économie sociale et solidaire, on parle de lucrativité limitée. Ça ne veut pas dire que les modèles, les projets ne sont pas rentables. Au contraire, il faut un modèle économique qui soit viable et pérenne sur le temps. Même avec du développement économique, effectivement, le but, c'est de se développer pour pouvoir créer plus d'emplois, pour pouvoir répondre à un besoin. Enfin, là, il n'y a pas de problème là-dessus. Et du coup, il faut qu'on ait des activités marchandes. Nous, on en fait au quotidien. Donc, voilà, on n'a juste pas les mêmes objectifs sur l'utilité de cette activité marchande.
Juste pour rentrer après sur le côté entrée déchets, effectivement, nous, par rapport pour convaincre la collectivité, on est assez vite sorti de l'entrée déchets, en fait, et ce qui a réussi à emmener la collectivité, c'est l'entrée économique, quoi. Du coup, nous, on a été soutenus par les services éco du département, de la collectivité, et c'est ça qui a fait, et pas du tout l'entrée déchets, parce que l'entrée déchets, voilà, on était débouché, en fait. Donc, après, à un moment donné, on a arrêté de parler de problématiques de structures qui voulaient répondre à une problématique déchets. On a dit, non, on est une structure qui porte un projet de développement économique sur le territoire. Et voilà, c'est ça. Et c'est ça qui a permis de passer un peu un cap sur les questions un peu des évolutions aussi législatives. C'est vrai qu'il y a des mises en place de fonds réemploi. Et c'est là où, du coup, nous, ça fait partie des craintes parce que, du coup, effectivement, ce fonds réemploi qu'on a participé largement avec le réseau Maüs et Cause Nationale à militer pour qu'il se mette en œuvre, effectivement, il est en train de se faire happer, récupéré par des structures qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous, qui sont pas des structures de l'ESS et qui, du coup, commencent à se positionner là-dessus et à détourner un peu l'objet premier de la création de ces fonds. On parle aussi là de hiérarchie des modes de traitement. Tu as parlé Aurore, et là je te reconnais. Et là, nous, c'est aussi un cheval de bataille des réseaux, c'est de dire, oui, effectivement, le premier, c'est la prévention, et c'est toujours le parent pauvre des financements dans la thématique des déchets. Les ressourceries, les structures de réemploi, on fait au quotidien une mission de prévention, de communication engageante, de travail de sensibilisation au quotidien, et qui du coup elle n'est pas rémunérée et n'est pas source de revenus, alors que c'est un vrai travail de communication et de changement des comportements qui n'est pas valorisé nulle part, et ça rentre pas dans nos modèles économiques. Et là, il y a aussi un vrai sujet de travail. Après, effectivement, avant même d'aller sur le volet de la réemploi et réparation, qui du coup est beaucoup moins doté que les filières de recyclage qui, si on prend l'exemple de filières de recyclage, sont financées à 90% sur des fonds publics. Les structures de réemploi, on est plutôt entre 60, et effectivement, on ne vit que parce qu'on abonde sur des aides à l'emploi. Donc, il n'y a pas de modèle économique, en fait, des structures de réemploi. Clairement, il n'y a pas de fonds spécifiques. Et là, enfin, on arrive à mettre en place des fonds et ils sont un peu détournés de leur utilité première. Et effectivement, alors sur le plan de relance, je rejoins complètement cette chose. On a été assez un peu laissé. On a trouvé ça assez bizarre, du coup, d'être aussi peu doté par rapport à d'autres filières, par rapport aux enjeux qui sont les actuels sur la transition, et que, il me semblait que il y avait un parti pris à prendre à ce moment-là pour redoter des secteurs qui le méritaient, qui permettaient d'entamer cette transition. Je ne sais pas si j'ai repris un peu tous les sujets. Oui, très bien, c'est très clair. Est-ce que Jeanne, tu voulais du coup réagir? J'ai vu que tu avais mis un message. Je vais me mettre dans le chat pour donner un peu plus de détails justement sur ce plan de relance qui donc a alloué 500 millions d'euros à l'ADEME sur le fonds économie circulaire. Mais vraiment, les actions qui ont été ciblées par le gouvernement, c'est vraiment l'entrée déchets, gestion des déchets, recyclage des plastiques, réduction des plastiques à usage unique. Voilà, c'est les principales mesures qui ont été retenues. Donc, c'est qu'un faible périmètre, on va dire, de l'économie circulaire, mais qui a le mérite d'exister, on va dire. Pour aller plus loin, c'est ça. Merci. Et du coup, j'ai bien rajouté juste dans le chat aussi que pour les participants, n'hésitez pas à poser des questions, hein, bien évidemment, pour nos intervenants. On a du temps pour y répondre. Et du coup, moi, en attendant, j'avais aussi, je voulais savoir si vous aviez des exemples un peu concrets. Tout à l'heure, je disais d'initiatives locales autour de filières, autour d'économie circulaire, des dynamiques de soutien qui vous ont vraiment marqué, pour peut-être partager un peu ces exemples qui vous inspirent et qui nous inspirent, qui pourront nous inspirer aussi. Donc, Aurore, je vous vois acquiescer. Oui, en fait, ça passe par des choses qui sont beaucoup à l'origine des structures de l'ESS, encore une fois, puisque on a parlé de changement d'échelle globalement en ce moment, là, quand on dit il y a une concurrence accrue, etc. Donc, il faut qu'on sache rebondir et réagir à ce changement d'échelle sans se faire manger. Et une des solutions que trouve toujours l'ESS pour changer d'échelle, c'est la coopération.
Et donc, du coup, on voit de plus en plus au sein des territoires, et c'est ça que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'il y a à la fois l'échelle très locale dont parlait Fabrice en introduction sur le fait d'avoir sa structure de territoire à soi avec ses parties prenantes, ses habitants. Mais ensuite, il y a l'échelle territoriale qui peut être à l'échelle d'un bassin versant, d'un département, voire même d'une région. Et donc, on voit de plus en plus d'initiatives de coopération entre structures de l'ESS du réemploi pour pouvoir mutualiser les coûts finalement, enfin optimiser aussi, résultat, les coûts, notamment sur tout ce qui est logistique et stockage. Un des points quand même, au-delà des emplois à payer, finalement, une grosse charge pour toutes nos structures, c'est bien le stockage, le foncier pour stocker. Plus on collecte, plus il faut d'espace pour stocker. Et donc, du coup, voilà, alors je ne sais pas s'il y a des choses qui... Enfin, en l'occurrence, je n'ai pas d'exemple en tête de choses qui fonctionnent complètement là de manière opérationnelle. Tout est un peu en train de se lancer depuis 12 et 18 mois. Il y avait un exemple intéressant, puisqu'on parle quand même de collectivité dans le projet Tresson et de... alors, ce n'est pas rural, pardon, hein, mais c'était à Orléans. Il y avait la métropole d'Orléans qui avait en tête de mettre éventuellement à disposition un foncier qu'elle n'utilisait plus, donc le mettre à disposition d'un collectif d'acteurs du réemploi, Envie, Emmaüs, Ressourcerie, qui du coup pourrait l'utiliser pour aller chercher les fonds, les caissons réemploi des déchetteries. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la loi 2020 AGEC, il y a une nouvelle obligation qui est faite aux collectivités, qui est de mettre en place un caisson réemploi sur chacune de leurs déchetteries et de favoriser l'accès à ce gisement à des structures de l'ESS. Donc ça, c'est très clairement quelque chose qu'on peut voir, et je pense que c'est une duplicabilité à l'échelle rurale tout à fait pertinente de pouvoir avoir des zones de stockage partagées qui permettent en fait un petit peu des ruptures de charge d'une déchetterie. On n'est pas obligé de prendre le camion et de faire l'aller-retour de la structure à la déchetterie. On peut imaginer déjà ramener un certain nombre de gisements collectés dans les caissons réemploi sur la zone de stockage intermédiaire, et ensuite, du coup, de s'organiser entre structures de l'ESS pour savoir qui prend quoi, ce qui est un vrai sujet. Il y a aussi de la concurrence entre structures de l'ESS, ne nous voilons pas face. Et donc, du coup, je ne sais pas si je m'appelle Envie et que je suis spécialiste des 3E, les déchets d'équipement électrique et électronique, pardon. Voilà, je me mets d'accord avec Emmaüs ou la ressourcerie pour dire je vais m'occuper de valoriser ce flux-là. Donc ça, c'est un premier niveau. Il y a un autre niveau qui me semble très, très intéressant, mais qui est complètement à l'échelle de projet aujourd'hui. C'est tous les acteurs du mobilier professionnel en Pays de la Loire qui ont réussi à se mettre autour de la table dans le cadre d'un AMI lancé par Valdelia, l'éco-organisme des meubles professionnels. Alors, pour le coup, ça n'a pas matché avec l'AMI, mais ce n'est pas très grave parce que ce qui découle de ça, c'est une dynamique collective de 17 acteurs à l'échelle de toute la région. Donc, on va avoir à la fois des structures très urbaines avec Nantes Métropole, mais aussi complètement rurales, qui commencent à réfléchir à faire une offre quantitative, au-delà de qualitative, sur le mobilier professionnel. Le mobilier professionnel, ce qui est compliqué quand on veut, c'est une chose que la commande publique vienne nous chercher pour dire je vous donne mes équipements dont je ne veux plus pour que vous les réemployiez. C'en est une autre de trouver des débouchés de vente de mobilier professionnel. Et donc, typiquement, l'État, par exemple, on travaille pas mal ces derniers temps avec la direction des achats de l'État pour voir comment on va structurer une offre de mobilier réemployé. Ils vont nous donner ils vont avoir des besoins en lot très forts. C'est-à-dire, ils ne vont pas nous dire on veut une chaise, 2 tables. Non, ils vont nous dire on veut 40 tables, 50 fauteuils, etc. Et ça, une structure, elle n'a peut-être pas la capacité de le faire toute seule, mais ce n'est pas grave en fait. On peut essayer, en travaillant à des logiques de coopération, de faire des offres groupées qui répondent du coup à cette demande et qui permettent de changer d'échelle. Donc, je ne réponds pas exactement à votre question, Floriane, parce que vous vouliez des choses qui fonctionnaient déjà et qui étaient plus orientées rurales. Donc, j'étais à côté de la plaque, forcément, mais je vous dis juste que voilà, c'est le genre de choses intéressantes qu'on commence à voir. Et finalement, ce qui met ça en fonctionnement, c'est bien la coopération entre nos structures. Parce que aussi elles ont la volonté de... il faut bien qu'elles trouvent aussi des solutions pour continuer à vivre dans cette concurrence qui augmente. Et donc, de faire ensemble pour faire éventuellement, pour répondre plus, c'est intéressant. On a l'exemple aussi en Pays de la Loire du groupe Hercule qui, lui, s'est carrément constitué en amont, donc Envie, mais c'est le cas en fait à Bordeaux aussi. On commence à voir avec, j'appelle ça les villages réemploi, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est des structures Envie, ressourcerie, Emmaüs, recyclerie, qui vont se mettre ensemble pour faire des réponses groupées à un appel à un marché lancé par la collectivité,
pour dire, bah voilà, en fait, on répond, on a plus de quantité, plus de types de produits, une certaine diversité. Et ça, ça commence à se voir dans un certain nombre de territoires et je trouve ça très intéressant. Si, vous n'avez pas du tout répondu à côté, hein. C'est intéressant de voir justement, de mettre l'accent sur ces projets de coopération entre structures. Et on voit bien que l'économie sociale et solidaire, que ce soit par ses valeurs ou par les formes aussi d'organisation qu'elle promeut, elle peut impulser ces dynamiques de coopération, ou en tout cas s'inscrire pleinement dedans. Donc c'est vraiment pertinent. Et d'ailleurs, il y a une question qui est posée dans le chat sur la différence entre, là on a vu des points communs entre l'économie circulaire en milieu rural et urbain, hein. Vous avez dit de façon assez indifférenciée finalement, l'enjeu aujourd'hui il est autour de la coopération et de renforcer l'offre des acteurs de ESS grâce à cela. Mais voilà, est-ce qu'il y a des spécificités pour des projets en milieu rural? Vous parliez aussi des débouchés, des enjeux de coordination, des enjeux d'échelle. Enfin, je vais déjà un petit peu sur la piste, mais en tout cas, est-ce que, par exemple, Fabrice, vous, en tant que porteur de projet en milieu rural, vous pensez qu'il y a des spécificités? Et si oui, quelles sont-elles et quels conseils on pourrait donner à un porteur de projet en milieu rural, ou en tout cas, quel est votre retour d'expérience sur cette question-là? Alors, évidemment qu'il y a des grosses différences, des grosses spécificités entre les deux, voilà, en fonction en milieu rural ou milieu urbain. Déjà, le premier qui est évident, c'est voilà, les débouchés par rapport à nos produits. Hein. Forcément, ça ne reste pas la même potentiel de clients, hein, qu'on soit à Bordeaux ou à Bordeaux. Du coup, et non plus avec les mêmes niveaux de pouvoir d'achat aussi, parce qu'effectivement, voilà, on est quand même sur un public globalement, voilà, qui est moins diversifié, avec moins voilà, de catégories pour certains produits ou plus difficiles à écouter, notamment, par exemple, je vais parler d'objets, dès qu'on met de la valeur ajoutée dans un produit de réemploi, voilà, dès qu'on va faire de la transformation, mettre du temps de travail dans le produit, donc forcément on arrive à un coût de produit final plus important, et du coup c'est vrai qu'on a moins de public pour ce genre de produit dès qu'on est en milieu rural. Après, l'autre spécificité, c'est aussi les coûts de transport. Du coup, dès qu'on est en milieu rural, il va falloir beaucoup plus voilà, de coûts de transport pour nos collègues, donc forcément de temps de travail, etc., de frais. En contrepartie, on a moins de frais. L'immobilier, on va dire, est quand même moins cher, mais plus rare aussi en milieu rural. Du coup, c'est déjà plus compliqué de trouver des hangars de bâtiments existants adaptés. C'est très compliqué. Nous, c'est une grosse problématique pour nous. Par exemple, même si l'immobilier voilà, est moins cher, mais du coup, il y en a peu. Donc, ça, c'est des spécificités particulières. Et puis après, il y a les moyens, les partenaires. Il y a moins de partenariats, moins de moyens aussi publics, hein, aussi, hein, les collectivités, et moins de profession. Je sais pas si c'est un professionnalisation, mais oui, au niveau des collectivités, moins de spécialisation, de professionnalisation et de compréhension aussi de nos enjeux par les collectivités, puisque du coup, c'est des petites collectivités qui ont beaucoup voilà, de choses et peu de moyens. Donc, c'est plus compliqué, effectivement, le rapport avec les collectivités aussi, je pense, en milieu rural. Très bien, merci. Peut-être juste pour compléter, pardon Floriane, c'est aussi, mais Fabrice le disait, mais c'est un peu une question que je lui pose, mais il y a aussi la question de la zone de chalandise pour les consommateurs, parce qu'en fait, on maille pas de la même façon sur le modèle économique qui va se faire peut-être c'est 40 km ou 60 km à la ronde de la même ressourcerie, et du coup c'est peut-être aussi plus difficile. Enfin, je sais pas comment tu le vois, Fabrice, toi par rapport à tes consommateurs. Est-ce que c'est uniquement sur la zone où tu te trouves, ou jusqu'où tu vas chercher, quelle est ta zone de chalandise et donc l'impact que tu as sur les territoires ruraux autour? Oui, effectivement, du coup, alors ça va vraiment, comme je dis, il y a vraiment je dirais qu'il y a vraiment différentes typologies de milieu rural, parce que du coup, nous, on est à Bourdeille, en Dordogne, on est pas loin de Périgueux. Ça va pas être le même territoire rural que la ressourcerie de Felletin dans la Creuse, parce que du coup, il y a quand même, voilà, il y a aussi, on pourrait faire des différenciations en termes de typologie de territoires ruraux quelque part, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas une homogénéité non plus dans les territoires ruraux. Et selon les territoires, la zone de chalandise va être plus grande voilà, en fonction de la densité de la population et des habitudes aussi de consommation des publics. Effectivement, on est sur une plus grosse, forcément, rurale, une plus grosse zone de chalandise. Les gens, voilà, du coup, se déplacent beaucoup plus, donc on a plus de kilomètres en milieu rural pour consommer. Voilà, on est un peu en moyenne 17 kilomètres, je crois,
pour se rendre dans les commerces en milieu rural, en Nouvelle-Aquitaine. Effectivement, voilà, on a quand même forcément du coup une zone de marchandises beaucoup plus large, les gens se déplacent plus. Ça va dépendre aussi des typologies de produits. Voilà, nous, on a des enjeux aussi d'élargir notre rayonnement pour vendre plus loin que juste la zone où on est ancré. Et c'est là où c'est intéressant peut-être de la mutualisation entre structures pour élargir notre zone de chalandise et de commercialisation plutôt, parce qu'après le gisement, voilà, on l'a en local, hein, on n'a pas de souci par rapport à ça, mais par contre, effectivement, d'élargir en partenariat avec des ressourceries en ville, c'est ce qu'on travaille et réfléchit notamment sur les mobiliers professionnels avec le réseau Renet, justement on a répondu aussi à un appel à naissance d'intérêt là de Valdélia, où on s'est mutualisé l'ensemble des structures du réseau pour pouvoir répondre à des opérations plus larges et vraiment mutualiser et la collecte et la revente de ces objets. Oui, c'est intéressant parce que ça rejoint aussi un certain nombre de sujets qu'on traite à travers le projet Tresson et tous les enjeux auxquels sont confrontés les territoires. Donc là, en parlant de ça, voilà, vous évoquez aussi les enjeux de mobilité en milieu rural qui sont différents, l'enjeu des services de proximité, l'enjeu des publics qui sont différents, des modes de consommation qui sont différents. Donc, c'est intéressant et ça me permet de faire la transition parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire et pour rester dans les temps, je vais en profiter pour faire un petit rappel de certaines ressources et liens utiles. En tout cas, Fabrice, Aurore et Jeanne, je vous remercie pour votre implication, vos réponses et toute cette analyse que vous nous avez, vos éléments d'analyse que vous nous avez partagés aujourd'hui. Je regarderai s'il y a des petites questions dans le chat qui n'ont pas été traitées, notamment une question qui demandait pour revenir un petit peu sur la question du poids de l'insertion dans les modèles éco, dans les structures de réemploi appartenant à l'ESS. Voilà. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on traitera ces questions après. Je vous enverrai les questions et on enverra les réponses directement aux participants. Comme ça, on termine le webinaire à peu près à l'heure, à quelques minutes près. Donc, sur les ressources, très rapidement, pour que vous puissiez tous retrouver tous ces éléments, on a un dossier économie circulaire. Donc, c'est à partir de ce dossier que Jeanne a pu faire sa présentation et dans lequel on a résumé un certain nombre d'enjeux de définition, la présentation des écosystèmes. Dans le projet Tresson, dont je vous ai parlé au tout début et dans lequel donc s'inscrit ce webinaire aujourd'hui, on a d'autres productions qui peuvent vous intéresser si la question de l'ESS en ruralité vous intrigue, vous concerne. Donc, il y a un panorama de projet, bien évidemment. On a aussi une étude statistique sur l'emploi et les secteurs d'activité de l'ESS dans les territoires ruraux. On a 4 territoires qui ont été étudiés, donc 4 monographies de territoires, et c'est intéressant d'aller voir comment les acteurs locaux se saisissent. Il y a aussi des filières qui sont mises en avant, et souvent l'économie circulaire, c'est quand même une entrée pour les collectivités, dans lequel elles rajoutent parfois des lignes de soutien à l'ESS. On a des fiches techniques qu'on appelait développement territorial et ESS, donc plutôt des leviers d'action à destination des décideurs locaux, pour renforcer l'ESS, soutenir financièrement, animer le territoire, valoriser, communiquer. Donc, vous retrouvez tous ces leviers d'action bien détaillés avec des retours d'expérience en ligne. On a d'autres fichiers d'autres fiches sur des formes de coopération. Et là, c'est plutôt de l'analyse sur justement les formes de coopération qui sont à la fois impulsées par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ou dans lesquels les acteurs de l'ESS peuvent aussi trouver une place favorable et mieux se développer. Donc, pour vous donner des exemples, on va parler des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc ça, c'est bien évidemment une forme ESS. On va parler des marques de pays, on va parler des réseaux territoriaux d'acteurs, on va parler des coopératives d'activité d'emploi, des groupements employeurs. Donc, toutes ces dynamiques finalement de coopération, de mutualisation au service d'une offre de services et de biens issus de l'économie sociale et solidaire plus importante et renforcée. On a un guide, donc là c'est plutôt à destination des porteurs de projets, ou si vous en accompagnez,
Donc, un guide qui s'appelle « Se lancer dans l'entrepreneuriat social » qui est très général et détaillé sur comment, quand on est créateur d'entreprise dans l'ESS, on peut se lancer. Donc, c'est un petit peu le b.a.-ba du créateur d'entreprise ESS. Et puis, toutes les ressources sur Tresson et sur plus largement nos travaux sur les ruralités sont en ligne. On a des articles d'actualité récemment publiés. On a toutes d'autres fiches. On avait fait un webinaire aussi qui s'appelait « L'avenir des territoires ruraux est-il social et solidaire ?» Pour avoir la réponse, voici le lien au webinaire. Donc, dans ce webinaire, on partageait les enseignements du projet Tresson. Donc, on rentrait plus dans les détails de quel secteur d'activité, quelle évolution de l'emploi, etc. Et quels grands enjeux aujourd'hui pour la renforcer. Et puis, enfin, on a une newsletter Tresson. Donc, là, peut-être que certains d'entre vous sont déjà abonnés et c'est comme ça qu'ils ont eu vent de ce webinaire. Mais voilà, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. C'est une newsletter qui est mensuelle. Elle est participative. Donc, on partage aussi des choses qui nous sont remontées. Et dedans, il y a des actualités, des portraits de projets, des invitations aux événements, etc. Et enfin, sur ce cycle de webinaires, on a des rendez-vous en 2021, donc des dates à fixer encore, mais on aura d'autres thématiques abordées. Notamment, ce qui est déjà prévu, c'est une thématique autour des commerces de proximité. Donc, c'est lié aussi un peu à notre sujet aujourd'hui de services de proximité. Un autre sujet autour de la transition énergétique en particulier. Et puis, on a tous les anciens webinaires qui sont disponibles en replay sur l'alimentation durable, sur l'entrepreneuriat de territoire. Je viens de voir que j'ai oublié celui sur la mobilité, mais je vous le rajouterai avant d'envoyer le PPT et tous les replays sont disponibles. Et donc, la table ronde a déjà eu lieu. Voilà. Et donc, je remets mon contact. Je vous remercie à toutes et tous pour votre attention. C'est vrai que ce n'est pas évident de savoir quel est le degré d'attention derrière des caméras coupées, mais c'est comme ça, on s'adapte comme on peut avec les conditions. En tout cas, encore merci pour vos interventions, Fabrice, Aurore et Jeanne. Je vous souhaite une très, très bonne journée et puis à très bientôt. Merci Floriane, au revoir. À bientôt. À bientôt. Floriane, j'ai bien récupéré la question qui m'était posée. Enfin, peut-être toi, tu la vois pas, mais personnellement sur le sujet de la Martinique. Donc, je l'ai copié pour garder l'historique et les contacts qu'elle me demande. Du coup, pas de problème à couper. J'ai récupéré. Je t'entends pas. Oui, voilà, c'est plus facile. Je dis, de toute façon, on a aussi un historique du chat. Donc, nous, derrière, on vérifie qu'aucune question n'est passée au travers de notre attention. Et puis, on a les contacts des participants. Donc, on n'hésitera pas à vous mettre en lien. Très bien, merci beaucoup pour tout ça. Bon, merci beaucoup. Bonne À bientôt. continuation. Oui, au revoir.